Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. On va aborder la thématique du référencement. Donc on va profiter du temps de confinement pour optimiser son SEO. Alors je m'appelle Laurent Jean. J'ai créé Media Créa en 2008. Je suis spécialisé dans l'intégration et la création de sites internet sur solutions de gestion de contenu qu'on appelle CMS, Joomla, Magento. Et depuis, en fait, j'en fais un peu moins et j'ai migré plutôt vers WordPress et WooCommerce parce que c'est des solutions qui sont beaucoup plus faciles à prendre en main par mes clients. Je suis plutôt actif sur Twitter, donc j'ai un compte qui s'appelle Roi du e-commerce. Donc dessus, vous allez retrouver des infos concernant tout ce qui est la veille marketing, le e-commerce et le social media. Je participe également le matin, à, c'était tôt, à 7h30 à la Redacroom du Digital pour tous. C'est un podcast Bonjour PPC euh, où on aborde, enfin c'est pas moi qui aborde en réalité, je donne juste un petit peu mes avis, mais très bon podcast à suivre. Et à côté de ça, donc j'ai une autre casquette qui est plutôt SEO et un compte qui s'appelle GC SEO Noob. Donc c'est un compte que j'avais créé à la base lorsque je ne connaissais pas grand chose réellement au SEO. Enfin, ça faisait plus 5-6 ans que je faisais du site internet, mais je m'étais jamais penché réellement sur le référencement. J'ai donc un site de veille sur lequel je suis un petit peu l'actualité de Google, qui s'appelle le-moi.fr. Et j'en ai un autre sur lequel je fais mes tests, qui s'appelle lune.space. C'est un site de test SEO. Donc en fait, dessus, on n'a pas d'articles qui se suivent dans la thématique. Ça peut être vraiment du n'importe quoi, ça dépend de ce que j'ai envie moi de tester dessus. Je participe aussi donc au Marseille Marketing Digital Club où on organise des sessions de vulgarisation sur contre l'électronisme. Donc le SEO, ça en fait partie. Moi, je suis un petit peu plus tech, mais suivez les, euh, les formations de Michael qui sont très bien calibrées, qui vont donc du débutant et ça peut aller au très avancé. Donc le truc à savoir, c'est que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, ou ne faites pas ce que je ne fais pas. Euh, il ne faut pas croire un SEO sur parole, il faut tester. Et, euh, et je vais vous montrer donc le process d'un SEO. Donc au passage, je fais aussi quelques concours SEO. J'avais fait celui de Wix. Je m'étais pas trop mal placé, sauf qu'à la fin j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Ça faisait partie aussi des tests. Et là, il y a un concours qui a été fait par Quant, qui s'appelle le mot-clé sur lequel il faut se positionner, ça s'appelle Quant to Rank. Donc, si vous voulez faire un lien vers un site, je vous conseille, enfin, je vous sollicite pour faire un petit lien vers le site quanturank.space. Voilà. C'est pour voir comment fonctionne le référencement chez Quant. Parce que le référencement, c'est un petit peu global. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de référencement comme il y a 10 ans. Avant, les algorithmes de Google, ils étaient simples. Euh, et maintenant, bon, Bing, Quant, ils ont une part de marché un petit peu moindre. Donc, on va plutôt se focaliser sur Google. Et je vais vous montrer donc moi les process que j'applique et ce que j'ai vu que Google faisait. Donc si on se demande comment fonctionne le moteur de recherche, on va aller un petit peu creuser dans l'ingénierie de Google. Alors jusqu'à présent, Google, c'est plutôt ces équipes de la web spam team qui était l'interface. Donc avant, on avait le MadCut qui était international. Aujourd'hui, c'est John Mu qui a pris ce rôle. Et en France,
Je ne me rappelle plus son prénom, ça va me revenir. En tout cas, vous l'aurez dans les, je le rajouterai dans la présentation. Alors, comment fonctionne Google d'un point de vue d'un ingénieur Google? C'est une conf que pas beaucoup de SEO ont parlé. Et donc, contrairement à la Webspam Team qui venait dire qu'attendait Google, il faut suivre les guidelines de Google et donc aller voir ses contenus sur leur blog. Là, c'est un ingénieur de Google qui s'appelle Paul Har, donc qui est software engineer chez Google, et qui a expliqué en fait comment ça se passait au niveau technique. C'est-à-dire que comment se passe le- l'indexation lorsque le moteur passe sur votre site internet et comment il fait pour être référencé. Et après, derrière, quels sont tous les éléments qui vont venir perturber enfin, altérer ou modifier les résultats que vont avoir les internautes finales. Cette conférence, elle a eu lieu donc en 2016. Il y a pas mal de choses qui ont changé entre-temps, mais pas tant que ça. Donc là, je vous montre, c'est l'article que j'ai écrit. On s'aperçoit donc en réalité que, bon, ça c'est un blabla pas très intéressant, ça commence plutôt là. Donc comment fonctionne Google? Aujourd'hui, on a euh, un Google qui est de plus en plus mobile first et beaucoup plus centré sur l'utilisateur. Donc pour ce faire, il nous met en place des outils qui vont apparaître dans les résultats de recherche. Et on va voir que ça a beaucoup changé par rapport aux premiers résultats que l'on avait avant. On avait juste une liste de 10 liens et Google nous affichait par rapport à des indices de, de comparaison et des notes qu'il donnait, en fait, ce qu'on appelait le PageRank. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais par exemple, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, lorsque vous tapez un mot-clé dans Google, ben vous avez une autocomplétion. C'est-à-dire que vous n'avez pas terminé de taper le mot-clé, que vous avez déjà des suggestions de ce que les autres internautes ont tapé. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de facilement, vous voulez vous positionner sur un mot-clé, vous tapez le mot-clé et vous allez avoir Google qui va vous proposer des choses. Vous allez avoir en bas en fait de votre page des suggestions aussi. C'est ce qu'on appelle les recherches similaires. Donc Google va vous donner une liste d'autres choses que les internautes ont cherché. Ça vous permet euh, de manière basique de voir si votre mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, il y a du monde dessus déjà et de savoir quelles ont été les questions qui ont été tapées. Vous avez parfois en fait sur ce qu'on appelle donc dans le haut de, de Google des suggestions directes où Google essaye de donner directement la réponse. Par exemple, si vous tapez calculatrice, il va vous afficher une calculatrice. Et il va essayer aussi de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la position zéro, de vous donner des réponses directes aux questions que vous vous posez. Alors pour ça, en fait, il a plusieurs choses. Soit en fait, il va piocher dans la base de Wikipédia, soit il va piocher en fait dans les résultats de, de recherche, donc sur les sites. Et les sites qui ont un petit peu optimisé leur contenu vont pouvoir faire afficher cette one box, enfin, ce- 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 cette position zéro. Vous avez donc sur une page, donc sur le côté droit, hop, je sais pas ce qu'il faut, non, c'est plus ce que j'ai déjà, ma page qui s'affiche ici. Vous avez le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, donc ce sont des informations qui ont été typées par Google.
hop, je redescends, qui a été typé par Google pour dire, bon ben voilà, sémantiquement, ce mot-clé, euh, par exemple, vous tapez le nom d'une personne célèbre, de suite il va vous dire où est-ce qu'il est né, quelle ville, sa date de naissance, donc quel est son parcours, etc. Et ça, il va le piocher directement dans Wikipédia. Mais il se peut aussi que, en balisant votre contenu, Google vous fasse ressortir ce qu'on appelle les rich snippets. Ça, on va y revenir. Le truc, je vous laisserai donc le lien vers l'article. Euh, une des choses qui est à retenir, c'est que voilà, Google il essaye de mélanger tous les types de contenus entre ce qui peut être textuel, ce qui peut être visuel. Vous avez les images, les vidéos, les Google Maps. Et dans tout ça, il y a moyen de se faire un petit peu une place donc sur le naturel. C'est pas forcément tout le temps miser sur le site, mais il va falloir l'optimiser pour ça, mais aussi d'utiliser les autres canaux. Alors, un truc qui est hyper intéressant à comprendre, qui est expliqué dans cette conférence, c'est que Google, lorsqu'il il vient visiter le site, donc en fait vous avez votre site qui est optimisé. Je vais en revenir après sur les éléments qui doivent, de ce qu'il doit comporter. Il va faire deux choses. Il va venir envoyer en fait son Googlebot sur votre site pour pouvoir récupérer le contenu de vos pages et les mettre, euh, les copier, coller en fait sur ses serveurs chez lui. Et après, c'est un deuxième algorithme qui va venir, entre autres, hein, qui va venir analyser les contenus. Et ça, donc, c'est vraiment deux choses qui se font en deux étapes. Donc, vous avez l'indexation qui est faite par le Googlebot. Et puis après, vous avez en fait l'analyse qui sont faites dans leur data center, qui s'appelle les shards, où votre contenu va être analysé pour pouvoir ressortir ben, sur quels mots-clés en fait vous devez être placé et par rapport à l'analyse. Et, euh, et ensuite, il y a, comment dire, il va y avoir des modifications qui vont être faites au moment où l'internaute va, va, va taper sa requête. Et si on prend aujourd'hui en fait l'affichage d'une page de résultats de Google, voilà, ça c'est tous les types d'informations qui peut afficher. Donc Amp Story, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est pas encore en place. Mais par exemple, vous allez avoir donc on disait les ads. Première chose que Google y fait, bah, c'est d'essayer de, de- de vendre des espaces publicitaires pour, euh, pour, euh, pour que vous alliez sur les sites qui ont payé. Alors, moi, je ne mets jamais le SEO contre le SIA. En fait, les deux doivent être complémentaires. Et lorsqu'on n'arrive pas avec l'un, ben, on sait qu'on a une solution de repli avec l'autre. Ça permet aussi de pouvoir tester un marché pour savoir si on peut se positionner facilement sur une requête ou pas, enfin, de savoir si déjà il y a du trafic et derrière si ça vaut le coup de créer une page en résultat naturel pour aller se positionner. Ensuite, vous avez souvent des vidéos. Alors, par exemple, lorsque tout ce qui va être tuto, les trois quarts du temps, Google va vous afficher des vidéos. Donc l'utilité de ne pas trop... Donc vous pensez le contenu pour votre site, mais sachez que c'est beaucoup plus facile de faire une vidéo sur YouTube et d'être indexé, mais vraiment dans les 5 minutes, une fois que vous avez terminé la vidéo, que vous l'avez mis sur YouTube, elle est déjà présente sur Google. Donc visez bien en fait les mots-clés. euh,
Et vous pouvez faire une doublette. Donc du coup, si vous avez le contenu qui correspond à la requête recherchée et qu'à l'intérieur vous avez mis votre vidéo, donc au lieu que Google vienne chercher votre, votre, votre vidéo de YouTube, il vous mettra directement en fait le lien vers votre site. Donc les SERP, ça en réalité, ce sont les résultats naturels et ça vous le verrez tout en bas une fois que vous avez passé les ads, les vidéos, les images aussi. Donc très important d'optimiser vos images, leur donner en fait qu'elles soient pas trop lourdes d'abord et qu'elles soient bien nommées. C'est-à-dire que si vous mettez capture d'écran, machin chose, donc c'est pas terrible. Et puis lorsque vous importez dans votre site internet, donc quel que soit en fait le site internet, vous avez de remplir la balise alt. C'est un peu une balise, c'est la propriété alt. Ça vous permet en fait de densifier, d'aller vous positionner aussi sur des mots-clés supplémentaires. Donc si vous avez votre image qui est en plein milieu d'une page entourée d'un titre qui est votre requête ciblée et en dessous vous avez l'explication euh, de ce qu'il peut y avoir dans l'image, vous allez plus facilement vous positionner. Je pense par exemple pour les pages produits, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Et donc, essayez d'avoir des images uniques parce que en ayant une image unique, vous avez beaucoup plus de chances que Google vous référence. Parce que s'il se retrouve avec 150 millions de fois la même image, bah, il y en a une qui va ressortir et puis après le reste, ça va être perdu au fin fond de, de son onglet de recherche d'images. Après, donc, il peut aussi vous proposer de mettre en avant des apps. Alors ça peut être intéressant par rapport au webinaire qui a été fait il y a 2 jours avec le no-code sur lequel, en fait, il y avait des solutions pour pouvoir faire des petites applications très facilement. Bon, après, moi, je conseille plutôt d'optimiser son site pour le mobile, parce que Google est passé en mobile first et d'utiliser en fait d'autres fonctionnalités. On va y revenir. Après, donc, on a le Google Shopping. Donc, Google Shopping, là, c'est des options qui sont payantes. Mais en termes de visibilité pour un e-commerce, ça peut valoir le coup d'apparaître là. Pourquoi? Parce que en fait, si vous essayez de vous positionner sur un produit, ben, Google va vous l'afficher dans les résultats naturels, mais il va vous afficher juste, même en rajoutant les balisages, qu'ils appellent rich snippet. euh, Vous allez avoir donc l'affichage du prix, le nom du produit, la disponibilité, etc. Mais avec Google Shopping, vous allez avoir directement une box avec votre image, l'accroche du nom du produit, le prix, et lorsque les gens y cliquent, eh bien, ils se retrouvent sur votre site internet. Donc euh, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter donc, à vos opérations de référencement naturel. Le knowledge graph, bah, je pense que j'en ai parlé, c'est que vous cherchez quelqu'un, une personnalité, et Google va afficher directement sur la droite un panneau complet avec les informations qui le concernent. Euh, le OK Google, je l'ai mis là. Ça concerne plutôt le mobile. Et pareil pour le vocal search. Donc aujourd'hui, on a des contenus qui sont optimisés pour le texte. Bientôt, en fait, on aura des balises qu'on pourra mettre à l'intérieur des articles pour que Google puisse les dire. Donc en fait, euh, aujourd'hui, il utilise ces algorithmes pour aller chercher des contenus, mais si en fait vous avez un bon balisage et vous dites ça doit être lu, à un moment donné, si vous avez une question FAQ, donc question-réponse, et que vous balisez avec les balises vocales, à un moment donné, Google sera capable de le lire. Mais ça, on n'y est pas encore.
Donc après, il va y avoir les Twitter aussi. Parfois, en fait, Google met en avant Twitter. Euh, et, euh, et même avant ça, le truc que vous verrez surtout sur de l'actualité. Et c'est pour ça que parfois, en fait, c'est pas idiot de faire des communiqués de presse ou d'aller voir des journaux qui sont déjà indexés dans Google comme étant enfin, des sources de Google News. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir juste votre résultat de recherche, c'est pratiquement en temps réel, vous allez avoir une image, le titre de l'article, et puis après, donc, c'est la première chose que les gens vont voir, quoi. Et surtout lorsque vous êtes par exemple, si vous tapez quels sont les dernières actus du Covid-19, ben, vous allez voir que tous les journaux sont en première position. Donc, et parfois, certains sites, même de produits, peuvent sortir ici. Les people also ask. Alors ça, ce sont des informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent apparaître d'une page de recherche. C'est euh, c'est euh, c'est qu'est-ce que d'autres gens ont pu poser comme question. Par exemple, là, si donc je reviens avec mon exemple Covid-19. Hop, voilà. Donc on voit bien qu'à la une, on a des blocs d'actu. Ici, on a le knowledge graph où on nous donne des informations. Et là, vous voyez par exemple, là, ils ont fait carrément un bloc, excusez-moi, qui affiche les, euh, les statistiques donc, qui sont données par l'ARS sur le nombre de personnes contaminées. Voilà. Et après, donc, on a les blocs d'actu. Et en fait, voilà, les premiers résultats, vous voyez, en référencement naturel, ils sont là. Et encore là, on est sur une requête qui est hyper filtrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez même pas faire d'ads sur le Covid-19, même si vous vendez des masques. C'est Google qui va enfin, qui a bloqué cette requête-là. Oui, donc j'en étais à mon People also ask. Donc si vous tapez, donc j'étais tout à l'heure en train de faire un article pour un client. Donc en fait, c'est un client qui vend des objets publicitaires. Et voilà, donc si je me dis, je voudrais me positionner sur enceinte Bluetooth design personnalisable, qu'est-ce que me donne Google aujourd'hui? Alors je vais taper la requête. Et je vois que voilà, donc la première chose que Google fait, c'est qu'il me met en avant des produits Google Shopping. Alors les produits Google Shopping, ce sont des produits qui sont, c'est des ads. Donc en fait, ça se gère pareil au niveau de la gestion des AdWords. Et, il faut avoir un format spécifique pour pouvoir envoyer votre flux produit chez Google. Par contre, là, voilà, il y a un truc qui est intéressant, c'est sur ce résultat, c'est que parfois Google, donc il cible bien la requête, mais si vous avez bien balisé votre contenu, c'est ce qu'on appelle les rich snippets, il va pouvoir vous proposer ces blocs-là, dans lequel vous allez avoir votre titre et vous allez avoir le contenu qui contient. Alors ça, c'est une arme à double tranchant. Vous pouvez le faire, mais faire attention parce que quel est l'intérêt qu'a un utilisateur d'aller cliquer sur le résultat s'il a déjà en fait l'information qui lui apparaît directement. C'est exactement pareil que pour la météo, vous n'avez aucun intérêt. Donc on revoit donc notre bloc image. Ça, c'est ce que je parlais par rapport au balisage rich snippet. Là, par contre, c'est une annonce.
mais ça se présente comme ça. Donc vous pouvez avoir, avec le bon balisage sur vos sites e-commerce, ben, les petites étoiles de notation. Et, parfois, donc là, ça y est pas parce qu'on doit tomber sur une catégorie, mais si c'était sur un produit, on verrait aussi le prix du produit. Et là, ce sont j'ai essayé de vous retrouver les people also ask, mais les people also ask, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est les autres questions-réponses qui ont été dites, et normalement, lorsqu'on clique dessus, au fur et à mesure, il vous sort d'autres questions. Par contre, un truc qui est simple à mettre en place, c'est donc si vous cherchez sur quoi vous voulez vous positionner, vous tapez le mot-clé et déjà là en fait vous allez pouvoir récupérer quelques infos de qu'est-ce qui a été beaucoup recherché parce que Google il ne les affiche que lorsque ce sont des requêtes qui ont du trafic. Alors pour pouvoir aussi trouver les questions réponses de ce genre, il y a un site qui s'appelle Answer the Public et qui lui en fait va vous permettre de voir quelles sont les questions qui sont répondues d'habitude. Donc vous cliquez, vous allez sur le site, donc c'est answersthepublic.com, vous allez mettre en français ou le marché en fait que vous visez parce que vous pouvez ne pas viser seulement que la France. Donc du coup c'est bien de pouvoir le faire sur tous les marchés. Donc là j'étais avec mon enceinte. Hop. Alors je sais que là c'est une requête qui est un peu trop précise. Euh, Si je tape juste enceinte Bluetooth, je vais pouvoir trouver beaucoup plus de réponses. Et après, par contre, moi, comme je veux me positionner sur du produit personnalisable, parce qu'en fait, donc, c'est des outils de publicité, publicitaire, donc je vais peut-être aller chercher aussi les objets publicitaires qui sont en rapport. Alors là, qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, vous allez avoir une petite wheel. Une petite wheel, je ne sais même plus comment on le dit en français. Donc, c'est une infographie en rond où vous avez tous les pourquoi, laquelle, lequel, où, qu'est-ce que, quel. C'est un peu tout ce que l'internaute se pose comme question lorsqu'il cherche vos produits. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que au niveau de vos pages, vous mettez au maximum les infos en haut euh, avec un titre qui correspond à la requête que vous allez viser. Et puis après, vous allez dans les sous-titres mettre des requêtes d'intention en fait. Les requêtes d'intention, c'est qu'est-ce que mon internaute recherche et quelle réponse je vais pouvoir lui, euh, lui apporter. Et là, il y a la possibilité de cliquer sur Data pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus utilisable. Et en fait, vous pouvez aussi exporter complètement donc, le fichier et ça va vous faire un export de texte de tout ce que les gens vont chercher. À partir de ça, vous savez quel est votre produit. Donc vous allez pouvoir déterminer quelles sont les autres choses que l'internaute pourrait taper et qui sur lequel vous pouvez aller vous placer. Donc il suffit juste de bien calibrer son contenu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Google, c'est plus un moteur de recherche, c'est devenu un moteur de réponse. Donc plus on va lui mâcher le travail, et mieux ça va être. Il peut aussi donner les réponses. Donc lorsque vous appelez OK Google, si vous mettez donc la question et vous mettez la réponse, Google va sûrement aller voir ce contenu-là et sur les assistants vocaux va aussi les sortir.
Donc il y a un autre outil qui permet de faire pas mal de travail pour la recherche de concurrence et la recherche de mots-clés. Ça s'appelle SEMrush. Ça va même vous permettre d'avoir une campagne de backlink pour pouvoir demander des liens. Euh, ça, je vous mettrai un lien. Je pense que j'ai un lien avec les outils tiers sur lequel j'explique ce que ça fait. Donc si je retourne un petit peu en arrière, euh, voilà. Alors, il y a quelque chose qui est venu un petit peu se greffer. Donc Google a mis en place donc, a des outils pour pouvoir classer vos contenus. C'est ce qu'on a vu au début avec l'ingénierie Google. On a vu un petit peu ce que permettait comme affichage Google. Mais il y a la notion en fait de hit qui n'est pas vraiment en fait un filtre de Google ni un algo, mais ce sont des recommandations en fait qui sont faites par rapport au site pour pouvoir déterminer si un site est un site de spam ou si c'est un site d'autorité. Donc aujourd'hui, vous avez un peu intérêt parce que c'est des quality raters qui sont là pour pouvoir noter tous les sites, qui vont dire, bon voilà, ça, ce site-là, c'est très bien, il correspond à tous nos critères. Donc en fait, un- il y a un document, je vous mettrai en lien, qui s'appelle le Quality Raters Guidelines, où chaque site qui doit être noté doit passer un certain nombre de critères. Donc c'est un document qui fait 138 pages, je crois. Et dedans, cette notion de HIT, autorité, expertise et trustful worth, c'est-à-dire donc confiance, deviennent de plus en plus mis en avant. Donc il y a eu une grosse update il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelait l'update YML, Your Money, Your Life, que Google a mis en place. Ce sont des filtres et qui touchaient donc tous les sites qui spammaient un peu tout ce qui était en rapport avec la santé. Donc alors aujourd'hui, je ne sais pas si les masques chirurgicaux vont rentrer dans, dans ce cas de figure, mais voilà. Donc faire attention que lorsque vous faites du contenu, euh, ce- il faut que Google à un moment donné puisse se dire, bon ben, ce site-là, il a le, il est légitime pour pouvoir parler du sujet. Moi, c'est ce que j'appelle donc l'altération SEO. C'est que donc dans vos contenus, vous avez tout ce qui va modifier donc les- ce que Google va vous afficher comme résultat. Au début, il va venir, donc, comme on a vu sur la première étape, vous allez avoir donc l'indexation du contenu et puis après l'analyse du contenu pour dire voilà, vous êtes pertinent sur tel mot-clé. Mais après, en fait, il faut pouvoir pousser derrière cette expertise. Donc, si vous vendez un produit particulier, si vous avez un blog à côté qui va un petit peu pousser, je parle de blog, mais pas forcément que des blogs. Vous pouvez le faire de manière interne, donc en ajoutant un blog à votre site e-commerce, ou pas e-commerce, hein. En réalité, si vous avez même un site de présentation de vos activités, donc sur vos activités, vous allez parler avec tout le background technique qui font votre métier.
Et après, donc, dans des articles de blog, vous allez essayer de récupérer, donc, de faire correspondre les contenus que vous avez qui sont très tech avec les contenus qui sont recherchés par les internautes. Comme ça, en fait, bah, si, même en SEO, j'ai peut-être parfois utilisé dans cette présentation beaucoup de termes techniques, mais à un moment donné, c'est d'arriver à faire des articles qui raccrochent les wagons, où on va dire, justement, on va vulgariser le truc, on va, euh, on va détailler un petit peu des fonctionnalités de produits, faire des comparatifs, et on peut le faire donc de manière soit interne, soit externe. C'est-à-dire que par exemple, vous faites une vidéo sur YouTube, donc on est d'accord qu'on est sur un service externe. À l'intérieur de cette vidéo YouTube, vous faites un lien qui va pointer sur un article de blog chez vous. Et là, déjà, en fait, Google, bah, il a plusieurs points d'entrée que juste votre site. Si vous faites donc des webinaires, ça peut être aussi de, de demander en fait des reviews en fait de vos produits. Et ça, donc vous allez avoir les avis clients. Alors un truc euh, qui peut être utilisé par tout le monde et même, on va dire, même quelqu'un qui n'a pas de site, vous êtes une entreprise et vous voulez être référencé dans Google, vous avez Google Maps qui marche très bien et à côté de ça, donc qui utilise Google Maps, c'est Google My Business. L'avantage de Google My Business, c'est que lorsque en fait quelqu'un cherche votre entreprise ou cherche une activité, par exemple si vous tapez avocat, vous allez aller voir une liste en haut, donc ça peut être un fruit, mais vous allez aller voir en haut une liste avec une Google Map et tous les avocats qu'il y a autour de vous. Alors attention, parce que les résultats sont de plus en plus géolocalisés. Même si vous êtes sur votre smartphone, les, les, euh, les résultats, et que vous n'avez pas activé la géolocalisation, Google est capable, avec votre adresse IP, de dire à peu près dans la zone dans laquelle vous êtes et vous afficher les résultats de ceux qui sont dans cette zone. Euh, donc, s'il y a une chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est de créer votre fiche Google My Business. Et après, il y a ça peut aussi fonctionner comme un réseau social, c'est-à-dire que donc vous avez votre page Google My Business sur lequel vous allez afficher vos coordonnées et vos heures d'ouverture. Mais après, vous pouvez poster des posts comme vous faites sur les réseaux sociaux pour que ça apparaisse directement sur la droite. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que en fait, Google, juste en dessous, il va mettre les liens vers vos concurrents. Donc plus votre page Google My Business est pleine, est remplie, et plus vos concurrents seront moins visibles. Voilà. Après, donc, ce qui est important, c'est les notations. Donc, notation de produits, ça fait partie de l'autorité. C'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque je vous ai montré sur le résultat de recherche, tac, il est passé où? Mon enceinte, vous voyez, juste de voir les étoiles, ça rassure les gens. Et quelle que soit en fait la position dans la page de ce bloc-là, si vous scrollez, vous allez le voir. Ça va rassurer l'utilisateur, mais ça va rassurer aussi Google. Parce que si en fait il voit qu'à chaque fois il y a des bonnes notes, il se dit bon bah il ne devrait pas y avoir de problème sur ce produit-là. Je peux y aller les yeux fermés. Voilà, donc c'est ça qui va un petit peu monter votre, votre autorité. J'étais sur l'autorité? Non, c'était sur votre trust. Voilà, on va augmenter la confiance comme ça. Donc, en parlant d'autorité, excusez-moi, je vais retourner. Il y a une chose qui n'existe plus, en fait, c'est au début, Google, il avait un classement des résultats qui s'appelait le PageRank.
et aujourd'hui, il ne l'affiche plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus, même si, il a été dévalué. Euh, donc vous communiquez de manière interne sur votre site. Donc sur le référencement, il y a deux parties. Il y a le référencement on-site et le référencement off-site. Donc on-site, c'est l'optimisation de tous vos contenus, de faire des titres donc, qui ont un rapport avec la requête que vous cherchez, de faire des sous-titres avec des variations et ça peut être des variations, ça peut être des synonymes, ça peut être des, euh, des requêtes dans lesquelles vous avez l'intention de recherche. Et après, en fait, vous devez derrière le pousser, ce contenu. Donc, de base, vous avez fait votre contenu, Google, il est venu, il a crawlé, il a analysé le contenu, il s'est dit, bon, ben, vous devriez être placé sur cette requête-là, mais vous ne savez pas si c'est sur la première page, sur la 10e page, etc. Avec la longue traîne, on va pouvoir, la longue traîne, ce sont donc la requête que vous recherchez plus des mots supplémentaires. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'enceintes connectées. Hop. D'enceinte Bluetooth, voilà. Et si en fait ma milieu de traîne ça va être enceinte Bluetooth design personnalisable et ma longue traîne ça va être enceinte Bluetooth design personnalisable pour faire de la publicité. Donc du coup, c'est plutôt des contenus que vous allez mettre à l'intérieur de votre contenu. Là par exemple, euh, si je lis ce contenu-là, ben, peut-être que là je rajouterai quelle puissance a une enceinte Bluetooth ou je sais pas quoi. En tout cas, je tricoterai autour de mon mot-clé principal, plus des variations à partir du mot-clé. Si par exemple, donc là j'ai fait un test, j'ai utilisé SEMrush pour trouver d'autres mots-clés. Si je tape enceinte Bluetooth, voilà tout ce qu'il me propose. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les volumes pour me dire, bon, ben, est-ce que c'est une requête qui est intéressante à travailler ou pas. Parfois, on peut avoir de la saisonnalité. Donc, parfois, un produit a l'air d'être hyper en baisse et d'être noté comme pas très, enfin, pas trop recherché, mais parfois il y a des pics. Là, par exemple, la jardinerie, ça doit exploser parce qu'il commence à faire beau, tout le monde est enfermé, et du coup, si vous allez vous placer sur de la jardinerie, ben, vous avez plus de chances que si vous le faites en hiver. Euh, voilà. Donc après, ce que vous allez avoir besoin de faire, donc je parlais du PageRank, en gros au début donc Google donnait des notes, il est parti sur les sites institutionnels, donc au gouvernement c'était un PR 9-10, après il y avait les universités qui c'était des PR entre 5 et 8, puis après il y avait le e-commerce, ils n'étaient pas encore là, mais tout ce qui est en dessous, voilà, c'était ça. Et il se disait que à partir du moment où un site de confiance, donc par exemple un site Google, vous faites un lien vers n'importe quel site internet, il a beaucoup plus de chances d'être mieux référencé que si vous postez un lien au fin fond d'un forum lambda qui n'est jamais crawlé. Euh, c'est possible de le faire, mais il n'y a pas la même intention. Là, l'idée, c'est d'avoir le plus de puissance, ce qu'on appelle le jus SEO, à partir de sites. Donc, vous n'êtes pas obligé de spammer des sites. Il suffit juste que quelques sites d'autorité et s'ils peuvent être complémentaires de votre domaine, vous font des liens, c'est beaucoup plus facile de remonter sur une requête. Donc après vous avez les articles de presse. Donc parfois en fait vous pouvez donc ça c'est très bien parce que vous allez exploiter cette fameuse position zéro avec les news. C'était avec la requête Covid, voilà. Et là, vous pouvez apparaître dans un article là. Donc, le lien, même s'il est pas suivi, donc je ne sais pas s'ils ont mis un lien, par exemple, voilà.
là, on a un lien. Mais si ça allait sur un site externe, et même s'il était en nofollow, donc pour le savoir, je rentre un petit peu dans le technique, mais voilà. Là, vous avez la structure d'un lien. Et si en fait c'est marqué nofollow, ça veut dire que Google, lui, enfin, ou n'importe quel moteur de recherche, ne devrait pas suivre le lien. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis une encre. Donc, si par exemple j'ai un site sur de médecin, même si c'est une profession qui est réglementée, où je parle des soins intensifs, ben, si je viens sur cet article-là et que je demande en fait sur cette encre-là, l'encre en fait c'est donc vous prenez enfin, le texte qui vous intéresse, qui correspond à la requête que vous visez, et vous dites de faire un lien vers votre page. Il aura beaucoup plus d'impact s'il vient d'un site avec comment dire, d'autorité. Mais s'il est sur un site de, de news, il va vous rapporter du trafic. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'article va être mis en avant. Donc il va y avoir beaucoup plus de vues et plus de chances que votre lien soit cliqué. Donc même s'il n'apporte pas du jus SEO pour pouvoir monter sur la requête, ben, vous avez un point d'entrée qui pointe chez vous. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez faire donc, avec en faisant des CP, même s'ils sont payants. Même si ça rentre pas dans la case des articles de presse, mais si un site est dans Google News, vous pouvez plus facilement sortir sur ce genre de choses. Donc après, les réseaux sociaux, pour moi, c'est plus pour la diffusion. Google, il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux qui servent pour le référencement. Par contre, ça va vous servir pour faire de la découverte. Hop, je le rajoute là. Parce que, donc, je me rappelle plus si j'ai expliqué ça. Avec la Google Search Console, vous allez créer un plan du site que vous allez soumettre à Google pour qu'il vienne sur votre site, qu'il voie toute la structure. Mais si en fait vous faites une page, parfois, juste le fait de le partager sur les réseaux sociaux, ça va déclencher en fait des bots. Donc Googlebot qui peut venir voir le contenu qu'il y a derrière. Donc le lien, il va pas vous apporter du poids pour faire référencer mieux votre page sur la requête, mais par contre ça va envoyer ce qu'on appelle un ping qui va, euh, qui va, euh, qui va renvoyer vers votre site. Et Google va suivre ces liens et va vous envoyer Googlebot. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur l'autorité. Donc, de préférence, si vous devez faire des backlinks, euh, demandez à ce que ce soit des sites qui soient un peu plus tôt dans votre thématique et que les liens ils soient en do follow. Bon, les pénalités manuelles, je vais pas trop en parler. Le NSIO, ouais, je peux en parler. Le NSIO, c'est en fait, vous pouvez avoir des gens qui vont faire des liens vers votre site et qui sont sur des forums pourris, du porn, enfin, tout ça pour pouvoir vous faire au niveau de Google, ben, de faire en sorte que votre hit soit mauvais, quoi. Mais Google arrive maintenant un petit peu mieux à filtrer ça. Après, il y a d'autres choses qui peuvent vous faire du négatif SEO. J'ai pas bien précisé. C'est les contenus dupliqués. Alors, du contenu dupliqué, soit en fait, ils peuvent être faits par des hackers ou par des gens qui vont dire bah, tiens, moi je voudrais enrichir ma page, je vais aller scraper. Donc, scraper, c'est aller récupérer du contenu ailleurs et pour le mettre sur ma page. Et parfois, vous avez des gens qui copient l'intégralité du contenu. Ce qui fait que si par exemple, ils ont un site qui est
qui a plus d'autorité que le vôtre. Donc j'ai parlé du PageRank, mais on peut parler aussi de l'ancienneté. Donc si on prend par exemple Amazon, si vous avez votre site e-commerce sur lequel vous avez votre fiche produit avec la description et que vous envoyez sur la marketplace d'Amazon sans changement exactement pareil, avec les mêmes informations, Google, qui est-ce qui va croire entre votre site et celui d'Amazon? Ben, je vous le donne en mille, plutôt celui d'Amazon. Donc lorsque vous envoyez à l'aide des outils qui vous permettent d'envoyer sur des marketplaces, vérifiez que vous avez le choix de pouvoir envoyer que la description courte. Une description courte qui soit assez, assez courte pour pouvoir, euh, pour ne pas être en concurrence avec votre contenu, et assez longue pour pouvoir expliquer ce qu'est votre produit pour que les gens il l'achètent. Mais les trois quarts du temps, les e-commerçants qui ont des problèmes de référencement, c'est parce que, enfin, en tout cas, et qui vendent aussi sur la marketplace, c'est qu'ils envoient leur contenu tel quel sur la marketplace, et du coup, les produits directement sur la marketplace viennent se positionner. Et on a vu qu'aujourd'hui, c'est sorti la semaine dernière, c'est pas nouveau, mais parfois, en fait, Amazon, lorsqu'il y a des produits qui marchent très bien, ben, il préfère les faire fabriquer lui-même ou squeezer en fait le vendeur intermédiaire pour aller directement vendre le produit. Donc, si vous avez un site e-commerce qui est un petit peu intermédiaire, par exemple, vous avez un site de chaussures et que vous vendez des Nike, si vous mettez exactement la même description que ce que vous retrouvez sur Amazon ou sur le site du constructeur et que vous ne mettez pas votre patte avec du contenu supplémentaire, ben, votre site il ira pas se positionner dessus, quoi. Berthe, j'en parle pas trop, puisque du coup, en fait, j'en ai parlé sur. Ça va faire partie des altérations, en fait, de ce qui va être proposé par Google. Euh, Google, de plus en plus, en fait, il essaie d'intégrer l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche. Mais aujourd'hui, en fait, de ce qu'on sait, c'est que il n'y a que la partie en fait des contenus qu'il a analysés qui le sont et sur lesquels en fait il a pu typer. Typiquement, en fait, la dernière enfin, lorsqu'ils ont sorti BERT, qui est ce qu'ils appellent un NLP, neurolinguistique, je ne me rappelle plus le P, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça permet en fait d'avoir une analyse bidirectionnelle des contenus entre ce que l'internaute pose comme question et de comment en fait il peut le rephraser lui et vous sortir une réponse par rapport à ça. Et souvent, donc, ce sont par rapport à ça, ils ont analysé Wikipédia. Donc, on a vraiment plutôt Wikipédia qui ressort pour l'instant, en tout cas, sur leur machine learning. Il y a des outils que vous pouvez utiliser, vous, sur votre site qui sont donnés par Google, donc avec le machine learning. Donc, ils ont un outil. Hop, je sais plus, plus si je l'ai mis là, qui s'appelle Cloud Auto ML. Je vous invite quand même à aller faire un tour, par exemple, parce que sur la démo, vous pouvez prendre une photo. Je ne me rappelle plus où c'est exactement. Vous pouvez prendre une photo et lui il va vous dire sur la photo qu'est-ce qu'il a détecté. Par exemple, là, vous voyez, ils ont eu un petit exemple. Vous envoyez la photo d'une personne, il va vous dire que c'est un humain. Et ça va vous permettre un petit peu d'optimiser vos balises alt. Si vous vous dites, bon, ben, là, j'ai pas d'idée de qu'est-ce que ça correspond à cette image. Bah, après, si c'est des fiches produits, ben, vous pouvez mettre déjà le titre de votre produit. Et puis après, donc, le, ce que l'outil va vous donner. Alors, je vais vous parler donc de qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc après sur les outils de Google. Donc on a parlé des ads,
euh, machine learning. Donc pour Google Shopping, pour pouvoir envoyer votre flux si vous êtes marchand, c'est Google Marchand. Google My Business, j'en ai déjà parlé. Google Mobile Test, ça va être pour pouvoir tester la web perf de votre site. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la conférence qui a été donnée par les ingénieurs de chez Google, le référencement, il se passe en deux étapes. C'est d'abord, en fait, il indexe, il vous envoie Googlebot qui va indexer votre contenu, il va faire une copie de votre page et puis après il va l'envoyer sur ses serveurs et c'est ces serveurs qui vont les, euh, les analyser. Mais de plus en plus, en fait, Google essaye de mettre en plus de ces, de ces critères, des critères d'adaptabilité mobile. Et sur l'adaptabilité mobile, il va falloir que votre site soit responsive et qu'il soit et que ergonomiquement propre. Donc il y a un outil qui s'appelle Google Mobile Test. Je vous laisse aller voir dessus. Vous collez en fait votre URL et puis il va vous dire si votre page est optimisée pour le mobile ou pas. Donc sachant que on est passé au mobile first. Si vous avez un site euh, qui a une extension d'un sous-domaine mobile point quelque chose, c'est ce site-là que Google va les crawler d'abord par rapport à votre site desktop. Si vous avez un site responsive, vous n'avez pas besoin de vous poser la question en fait. Il sera de base optimisé desktop et mobile. Là par exemple je vais faire un test. Donc là, comme je suis en mode privé, on travaille gratuitement pour Google là pour pouvoir identifier des images. Il va prendre aussi donc en compte les critères de vitesse. Alors c'est pas que aujourd'hui il s'en sert pour ses algos. En réalité, il s'en sert pas tant que ça. Donc on a vu que c'était en deux étapes. Comment en fait il peut analyser la vitesse alors que le Googlebot il a juste fait une image qu'il a mis sur son serveur et que c'est notre serveur qui vient l'analyser. C'est pas en temps réel. Donc voilà pourquoi l'histoire du mobile de, du, de ce, comment dire, de vouloir à tout prix avoir 100% sur la vitesse mobile, sur la web perf, c'est pas hyper utile. Donc voilà, là vous avez le résultat, il vous dit hop, c'est adapté, etc. Euh, et ça vous permet de pouvoir tester votre page et savoir si Google va dire qu'il est Google friendly ou pas. Après, vous avez un autre outil qui s'appelle Lighthouse, donc qui est disponible que sur Chrome et qui vous permet de faire ces mêmes tests de vitesse. Après, donc en outil externe, je vous redonnerai ça. Vous avez un outil qui s'appelle GTmetrix. Hop, je vais aller dessus. Alors GTmetrix, il utilise deux choses. C'est le Google PageSpeed et YSlow de Yahoo. Donc, qui sont deux indices de, de tests de web performance. Alors, parfois, en fait, on va voir, je pense que ça va être le cas, que le site n'est pas aussi performant que ça, qui met du temps à charger. Mais lorsque vous êtes à 3 secondes et quelques, jusqu'à 10 secondes, en fait, enfin 10 secondes c'est un petit peu touchy. Mais en dessous, on va dire de 10 secondes, 7 secondes, allez, vous n'avez pas de problème en fait avec Google. Euh, à partir de plus, oui, là vous allez commencer à voir Google qui a beaucoup moins de temps d'analyse de votre page. 10 secondes, si ça met 10 secondes à charger, il indexera très mal votre page. Et un truc à vérifier, en fait, à part la note, c'est pas trop de se fier sur la note, c'est
fier par rapport au waterfall. Alors le waterfall, qu'est-ce que c'est? C'est en fait votre site, il va charger des ressources. Et déjà le fait d'avoir un HTTPS, c'était une limitation en fait des navigateurs qui ne pouvaient prendre que 10 éléments à la fois. Là avec le HTTPS, vous avez tous les éléments qui sont parallélisés. C'est-à-dire que tout est chargé euh, en même temps. Et parfois, vous avez des éléments qui vont être, qui vont vous prendre plus de temps à, à charger. Et souvent, en fait, là, c'est peut-être pas le cas si vous avez des ressources externes. Et c'est là, en fait, vous voyez, là, tout ça, c'est le site. Là encore, c'est le site. Et par contre, là, vous voyez, j'ai des ressources externes. Et là, donc ma note qui paraît très mauvaise, en réalité, en fait, c'est juste parce qu'il y a des appels qui sont faits à l'extérieur. Là, ce sont c'était des fontes Google. Mais à un moment donné, en fait, ce sont des éléments qui vont être en cache dans le navigateur. Et l'utilisateur, en réalité, ça ira plus vite pour qu'il les charge. Donc, le truc qui est très important à vérifier, c'est au niveau de votre hébergement, de savoir en fait, il y a un truc qui s'appelle le TTFB, Time to First Byte. C'est le temps en fait où le serveur, vous avez un navigateur, l'internaute tape l'adresse, le serveur commence à répondre. Il dit coucou, j'existe. C'est moi qui vais répondre à la demande, c'est moi qui vais vous envoyer la page. Et après, il commence à envoyer tous les éléments. Et là, en fait, le Force Paint, c'est le premier affichage. Et là, si vous cliquez donc sur vidéo, vous avez la possibilité de cliquer euh, sur un bouton. Et il va vous régénérer en fait le- votre page avec, avec la vitesse à laquelle réelle il a pu se charger. Mais vous allez voir, en fait, ça va vous mettre un petit, voilà, là vous voyez, et on va générer le film strip derrière. Voilà, là vous voyez, donc si je clique ici, le temps réel en fait que ça a mis pour afficher. Donc en réalité, à partir de une seconde, il y a quelque chose qui est apparu à l'écran. Donc l'internaute, lui, il va rester. Et là, on voit bien à quel moment en fait les premiers éléments ont été affichés. Bon, après, il y a peut-être des choses en performance qu'il faut voir au niveau de votre développeur pour raccourcir cet élément. Peut-être que c'est juste l'ordre en fait des éléments qui sont chargés ici, qui en les modifiant permettrait d'accélérer en fait le chargement. Donc ça peut être le cas par exemple si on rassemble tous les JavaScript et les CSS en début de chargement, ça sera peut-être plus rapide. Et même peut-être les fontes, si on leur dit de se charger dès, dès la première connexion, euh, ça va être un petit peu plus lourd, mais ça va se faire en parallèle. Donc il y aura moins de soucis à ce niveau-là. Alors, voilà, donc je retourne. Là, on a parlé de web performance. Et je vais essayer de partir sur quelque chose qui va être un petit peu plus concret pour vous. Donc, c'est aujourd'hui, je vais travailler mon référencement. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, faire rapidement? Donc, les pistes à développer. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé en fait des vidéos. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a bien vu que lorsque je cherchais des informations, Google pouvait, j'ai plus ma page, pouvait me proposer des vidéos. Donc la vidéo, pourquoi c'est facile? Parce que à partir du moment où on fait une vidéo, donc vous allez voir, ça va être le cas pour cette vidéo-là. Je sais plus, je vais mettre piste à développer pour la visibilité SEO après le confinement et vous verrez que dans la journée, ça va être en
première position, en tout cas dans le bloc vidéo lorsque vous allez le taper dans Google. Euh, Dedans votre vidéo, vous allez pouvoir mettre un lien qui va aller sur votre site. Donc si par exemple je suis un e-commerçant, je fais une fiche produit et je fais une vidéo du produit que je veux vendre, c'est quand même bien de pouvoir que sur le site, lorsque je suis sur le site, les gens puissent voir en bas de mon produit à quoi il sert, donc de le voir en vidéo. Mais ça sert aussi pour ceux qui recherchent dans Google, ils vont chercher des tutos. Si vous avez fait un tuto qui va expliquer comment fonctionne votre produit, il va ressortir de tuto comment planter des graines dans mon jardin avec tel produit. Et là, vous pouvez aussi faire là, on a dit le lien qui part de la description vers votre fiche produit parce que vous avez un petit peu intérêt que les gens les achètent. Mais vous avez aussi intérêt de prendre votre vidéo et la mettre dans un article. Pourquoi? Parce que vous allez gagner au tirage et au grattage. C'est-à-dire que le contenu avec le titre que vous aurez mis dans votre article, il va aller se positionner et il va aussi se positionner sur le blog vidéo. Et au lieu de l'envoyer sur le blog sur YouTube, il va envoyer un lien vers votre site internet. Le deuxième chose qui est très simple à faire, c'est les images. Donc bien les renommer, s'ils sont déjà existants, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'ils sont peut-être déjà indexés. Mais si vous devez faire des nouvelles pages, renommez d'abord des images, après c'est qu'importe en fait ce que vous mettez, en tout cas que vous compreniez à quoi correspond l'image et que ce soit pas capture d'écran avec des espaces, etc. Euh, Choisir en fait des formats qui dits modernes, donc vous pouvez faire des JPG, mais par contre, si vous avez, vous avez des modules, par exemple sur WordPress, des convertisseurs qui permettent de convertir les JPG en WebP, et ça fait que selon le support du navigateur, si vous êtes par exemple sur Android, donc la plupart des téléphones aussi, il va vous servir des images au format WebP. Euh, Par exemple, une image qui ferait 150 kilooctets, elle peut se retrouver à faire plus que 35 kilooctets. Donc lorsque Google va venir et il va charger, ben, ça va être beaucoup plus rapide. Il va pouvoir passer à une page suivante. Tac, tac, tac. Ça va vous permettre euh, cette image, souvent en fait ça va être l'image à la une, mais si vous en ajoutez à l'intérieur du contenu, si vous l'ajoutez très près de sous-titres et plus avec un paragraphe d'explication derrière, vous avez plus de possibilités d'aussi vous positionner sur les mots-clés qui sont environnants, plus les mots-clés que vous allez déclarer dans l'attribut alt. Voilà. Et l'avantage, c'est que par exemple, si vous avez une fiche e-commerce et que vous cherchez cette image dans Google, elle peut ressortir. Et vous avez un petit tag qui s'affiche en bas de l'image qui indique à l'internaute que c'est un produit qui peut être achetable. Voilà. Après, l'autre truc qui est important, donc vous avez optimisé votre contenu, donc la web performance, on a dit, vous avez pris un serveur qui est pas trop dégueulasse, qui répond vite. Vous avez optimisé vos images pour que Google y crawl beaucoup plus rapidement. Vous avez mis en place les rich snippets pour pouvoir afficher au format produits, donc lorsque vous soumettez des produits. Et, euh, et après, une fois que vous avez optimisé le SEO, le SEO interne, ça va être d'optimiser l'externe. Donc, on a parlé des liens. En réalité, en fait, il y a deux types de liens. Il va y avoir le maillage interne. Donc, ça va être les liens vers les catégories, des catégories vers des produits, ou des produits vers des articles sur lesquels vous allez
un petit peu plus détaillées. Par exemple, si on parle d'aspirateur, voilà, vous vendez des aspirateurs, vous avez votre fiche produit aspirateur, vous allez faire un article en comparant en fait les 10 meilleurs aspirateurs et comme ça vous allez citer les marques et vous allez peut-être vous positionner dessus. Donc si vous avez un petit peu de mal à vous positionner sur certains produits qui sont très fond de catalogue, vous pouvez faire ce genre d'article et, euh, et ressortir dessus. Donc le fait de faire des liens, ben, ça va pouvoir faire à partir donc, des pages de blog et, ou des pages de produits vers vers votre page de catégorie, par exemple, avec l'encre l'encre exacte, ça va pouvoir vous permettre de pousser un petit peu du lien en interne vers votre catégorie. Après, il y a d'autres techniques qui s'appellent des techniques en silo, où en fait où on crée en fait une pyramide et en fait chaque niveau, on peut y passer que par un seul endroit et, euh, et ça permet de filtrer. Donc vous parlez du mot-clé le plus général vers des choses qui sont recherchées par les internautes, donc un petit peu plus global. Vous avez le cocon sémantique de Laurent Borelli qui va un petit peu plus loin parce que c'est pas que juste des mots-clés, ça va être aussi la façon dont en fait, vous transférez le jus entre les parents, les enfants et puis après les adjacents. Mais ça, vous cherchez ce cocon sémantique sur Google, il vous l'expliquera mieux. Euh, Par contre, donc sur les sites externes, donc on a dit il vaut mieux avoir des liens qui sont d'abord do follow, qui ne soient pas en fait des liens qui viennent de, de n'importe où, quoi. C'est-à-dire pas au fond d'un forum, etc. Plutôt dans votre thématique. Donc n'hésitez pas à demander des liens dans votre thématique. Pour les liens nofollow, donc tout à l'heure j'en ai parlé par rapport au site de news. Il vaut mieux avoir un lien nofollow sur un site qui a du fort trafic plutôt que pas de lien du tout, quoi. Balisez votre contenu. Donc ça c'est l'utilisation des rich snippets. Donc pas tous les CMS peuvent le faire. On m'a parlé de Wix, etc. Donc moi j'ai fait le concours de Wix et il y avait pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire de base. Après, si vous payez, normalement il y a le balisage qui est fait. Et même en plus, euh, Wix utilise une technologie qui est technologie JavaScript. Donc pour l'utilisateur, c'est très bien parce que ça va très très vite. Mais par contre, Google, lui, voit juste un container et il voit pas le contenu. Donc ils sont obligés lorsque vous passez au payant, vous avez ce qu'on appelle le SSR, même si vous ne savez pas, retenez ce nom, c'est le server-side rendering. En gros, en fait, votre application, même si elle est en JavaScript, il y a un script qui va faire des pages statiques de votre site et c'est ça qui va être servi à Google. Ça fait que si vous mettez ça en place, donc c'est souvent les problématiques de référencement avec des technologies Angular JS, etc. Donc ce rendering vous permet de pré-rendering vous permet de mieux indexer ces pages. Mais pour en revenir donc au balisage de contenu, donc par exemple pour les fiches produits, si vous utilisez la plupart des solutions e-commerce, que ce soit open source ou pas, même des SaaS, par exemple Oxatis, ils vendent des solutions SaaS e-commerce et tous les produits sont bien balisés comme il faut, quoi. Euh, donc, en tout cas, intéressez-vous au snippet. Si vous êtes dans l'événementiel, en fait, et que vous avez un site WordPress sur lequel, en fait, vous voulez mettre en avant, comme c'est le cas, par exemple, sur le site de Made in Soft, vous verrez qu'il y a le bon balisage rich snippet pour les events, et ça fait que lorsque vous cherchez Made in Soft, vous allez voir en dessous les liens vers les prochains événements de Made in Soft.
Je pense que là, je suis un petit peu plus, j'ai un petit peu dépassé. Travaillez vos anciens contenus. En fait, parfois, c'est utile de créer des contenus pour faire un premier jet. Euh, euh, Par exemple, un nouveau produit sort. Je vais vous montrer, puisque je crois que j'ai fait une démo. Voilà. Il y a eu Apple qui a sorti un nouveau produit qui s'appelle le Magic Keyboard, qui est donc un clavier en fait et un dock pour pouvoir utiliser un iPad et s'en servir comme si c'était un ordinateur de bureau. Moi, ce que j'ai fait, c'est, vous vous rappelez l'histoire du duplicate. Pour l'instant, en fait, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site d'Apple et j'ai récupéré l'information. Et je les ai mis un petit peu comme ça. Sauf que j'ai commencé un petit peu à changer les sous-titres. Pourquoi? Parce que bah, du coup, je vais pouvoir me positionner sur d'autres requêtes que juste le Magic Keyboard iPad. Donc si on vérifie, c'est sorti il y a une semaine. Alors, je vais vous parler d'un outil qui est très pratique. Ça s'appelle SEO Hero Ninja. Ça a été fait pendant le concours de Wix, justement. C'est un pote, salut Stéphane, qui a fait ça et qui vous permet de savoir dans quel data center euh, vous êtes, à quelle position vous êtes positionné sur tous les data centers de chez Google et à quelle position. Donc là, par exemple, si je fais une check, donc là, je suis sur, ouais, on va dire une moyenne trend. Euh, Quoique. Là, on voit, par exemple, que sur 14 data centers, je suis positionné à la 14e position. Euh, Excusez-moi. Sur 10 data centers, je suis positionné à la 15e position. Ça veut dire que je me retrouve sur la deuxième page. Ok. Et il est beaucoup plus facile de remonter vers la première page en étant positionné directement sur la deuxième page. Ça, c'est d'autres techniques, je ne peux pas tout vous dévoiler. euh, que si vous êtes au fin fond des SERPs et d'attendre que Google y vienne pour analyser votre contenu. Voilà. Et si je veux remonter encore un petit peu plus, donc en réalité, je modifierai mon contenu et là, par exemple, je rajouterai des informations supplémentaires. Là, je vise bien ma requête d'intention, qui est la requête de l'utilisateur. C'est comment en fait je vais ajouter un clavier, une souris à un iPad. Et là, donc, je réponds à la question. Par contre, j'ai pas fait le balisage, c'est ce que je disais en intro. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, parce que parfois en fait je fais les choses un peu vite. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est un balisage FAQ pour pouvoir aller me positionner pour pouvoir avoir mon résultat enrichi avec des réponses supplémentaires. Donc si je vais sur l'outil de Google, je l'ai plus d'ouvert, test rich snippet. Voilà, ça permet de tester votre site. Ce que si vos données sont bien balisées avec schema.org, ici, il va vous ressortir les informations. Donc là, ça a l'air d'être un petit peu long. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'une web page. Alors que si en fait j'avais fait l'effort supplémentaire de rajouter un balisage FAQ à mon contenu et j'aurais pu ressortir donc sur chaque, chaque, chaque sous-titre directement dans les SERPs et le contenu. Voilà, puis après, on peut mettre des produits, puis vous pouvez faire de la vente. Donc après, les histoires de avis, etc. Voilà, là, je vise l'intention de l'internaute. Donc là, on était sur travailler vos anciens contenus, c'est-à-dire que donc pour l'instant, j'ai juste mis les trucs de base lorsque le produit est sorti, et maintenant, je vais un petit peu regarder, maintenant que je sais que je suis 14e, ben, je vais peut-être un petit peu mieux regarder les autres questions
qui sont posées par les internautes et je vais les intégrer dans mon article pour pouvoir l'améliorer. Inscrivez-vous sur des annuaires. Ça, c'est en fait le truc le plus simple. Et là, je vous en parle parce que chez Medinsoft, il y en a un. Et du coup, moi, je vous garantis, c'est moi qui m'occupe un petit peu de la partie SEO dans ce moment. Donc, lorsqu'on va publier des fiches annuaires, même en fait sur les fiches articles qui sont en train de sortir là en ce moment, vous serez certain que Google va suivre le lien. Ça veut dire donc vous avez votre fiche, vous avez un lien qui va pas être optimisé. À la rigueur, à partir du moment où vous avez des liens, même s'ils ne sont pas optimisés, c'est pas très grave. Après, c'est mieux si à l'intérieur des contenus, ça vous le fera ailleurs justement, vous avez une encre avec un lien qui va pointer vers chez vous. Le faites pas tout le temps parce que si vous suroptimisez, ça va être un flag chez Google, vous faire défoncer. Mais par contre, si vous avez à l'intérieur, donc par exemple sur mon article, je visais plusieurs requêtes. Si en fait je dois faire une page, enfin un lien vers cette page, enfin, plusieurs liens vers cette page à partir de différents spots, je vais peut-être prendre chaque, comment dire, euh, chaque mot-clé que j'ai peut-être dans mes sous-titres et m'en servir comme encre chez le partenaire qui va me faire le lien. Voilà, donc je retourne dans mes notes. Je ferai sûrement un webinaire beaucoup plus tard sur l'optimisation de WordPress et plus précisément sur le contenu. Parce que là, je pense que j'ai passé de temps en fait sur comment en fait on fait les contenus. Mais bon, vous avez un petit peu compris la chose. Vous allez essayer de viser la requête principale et vous pouvez faire ce qu'on appelle la triplette du bourrin. En fait, ça c'est un truc à Laurent Borelli, ça aussi. Vous allez avoir donc la title. Alors la title c'est dans votre code et ça par exemple dans Yoast vous pouvez le modifier pour qu'elle soit différente de ça. C'est-à-dire que là par exemple j'ai euh, j'ai euh, j'ai Magie j'ai exactement la même chose. Non, vous voyez qu'il y a une petite différence. Non, si, c'est la même. Et là, c'est répété, et là, c'est répété. Si je veux atteindre beaucoup plus de positions, donc là, ma title, c'est ce que vous rentrez, qui apparaît pas donc sur la page, ça apparaît dans Google. Si d'ailleurs, je ne suis pas allé vérifier ma position dans Google. Là, il me dit que ici, je suis 14e. Hop, check le data center. Voilà, donc là, on voit que je suis 14e. Non, en réalité, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à cliquer sur le lien pour avoir l'URL. Je vais la taper dans Google pour qu'il me ressorte mon article. Voilà. Donc la title, c'est ce qui ressort ici. Ici, c'est la métadescription. Alors la métadescription, vous pouvez la personnaliser et il vaut mieux que vous la personnalisiez. Les trois quarts du temps, lorsque Google, surtout s'il prend en compte vos sous-titres, etc., parfois il va changer et le titre qu'il affiche là et la métadescription qui est là. Par contre, il faut que vous les mettiez partout pour que vos contenus soient uniques et qui se disent bon bah avant d'analyser la page, oui ils ont rempli la métadescription, le contenu doit être unique. Ensuite donc les images optimisées, le titre principal donc là où toujours en haut vous allez viser votre requête sur laquelle vous voulez vous positionner le plus et puis après en fait ça va être les requêtes secondaires. C'est-à-dire, ça va être les requêtes d'intention. Qu'est-ce que mon internaute recherche et quelle réponse je vais lui apporter. Et,
Et ça, en fait, Google le mettra un petit peu plus en valeur donc dans les contenus. Euh, c- Parfois, en fait, si vous faites des bullet points aussi, Google peut vous mettre en position zéro. Là, donc, par exemple, j'ai préféré mettre des sous-titres parce que je voulais me positionner dessus. Mais si, par exemple, je regardais juste Magic Keyboard 12.9 et puis après en dessous j'avais mis des bullet points sur comment ajouter un lien, ou les caractéristiques de l'iPad Pro, et du coup en fait j'aurais fait des bullet points avec toutes les caractéristiques. Google aurait pu me faire sortir en position zéro. Voilà, donc là je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Donc l'inscription sur les annuaires, n'hésitez pas donc à vous inscrire sur à l'annuaire de Medinsoft. Et n'hésitez pas aussi à suivre sur LinkedIn, parce que là aussi on atteint l'histoire de l'HIT de Google, EAT, expertise, authoritativeness et confiance du coup. Et automatiser ce qui peut être fait automatiquement. Alors il y a des choses qui sont toutes bêtes, c'est que vous faites votre contenu et vous vous rappelez que je vous ai dit que l'important c'est que Google sache que vous avez fait un nouveau contenu. Donc il peut le faire en allant visiter l'URL, enfin le sitemap que vous avez déclaré dans Google Search Console. Et, mais il peut aussi suivre les liens qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Euh, et si en fait par exemple dans WordPress, vous avez un truc qui s'appelle Jetpack, donc pour les histoires des images, je crois qu'ils permettent de faire ça. Euh, et euh, une option, donc vous connectez vos réseaux sociaux et à chaque fois que vous publiez quelque chose, ça se publie automatiquement sur les réseaux sociaux. Bon, par contre, faites pas comme moi, ne le publiez pas à 3 heures du matin parce que du coup, en fait, les gens sont pas devant leur ordinateur et vous perdez une occasion en fait de le voir. Après, ça vous empêche pas de refaire un tweet, un LinkedIn ou un Facebook pour pouvoir reposter l'information parce qu'on a des fils qui, euh, qui défilent, du coup l'information n'est plus tout le temps là. Euh, voilà. Vous avez des outils, donc comme on avait parlé Thibaut l'autre jour, avec en plus des no-code, par exemple IFTT, if vis venvat, IFTT, IFTTT. Voilà. Et là, avec ça, vous allez pouvoir brancher connecter entre eux plusieurs réseaux sociaux ou services. Ça peut être un Slack, ça peut être même un blog. Par exemple, je poste sur le WordPress, ça va automatiquement le publier sur LinkedIn, pas sur LinkedIn, du coup ils ont arrêté les API, mais sur Twitter et sur Facebook. Et je peux aussi envoyer sur Pinterest pour que ça me fasse un petit lien avec mon image et que les gens en fait en naviguant par l'image, puisse retrouver mon article. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas que le référencement sur Google, il y a le référencement sur chaque plateforme sur laquelle vous allez publier. Donc, que ce soit sur Twitter, ben, de pouvoir ressortir sur le moteur de recherche de Twitter, mais mieux, c'est sur les moteurs de recherche, donc Pinterest, je connais pas trop Instagram, mais ça peut aussi valoir le coup parce que Instagram ça appartient à Facebook, et lorsque en fait vous avez un flux de produits, vous pouvez faire une en tout cas on peut le faire à partir de WordPress très facilement. Vous installez un petit plugin et en fait il va prendre tout votre catalogue, il va vous créer une mini boutique sur votre page Facebook. Et à partir du moment où vous avez pu l'envoyer sur votre page Facebook, même sur les Instagram, en fait, on peut récupérer le flux. Et lorsque vous publiez des photos des produits, vous allez pouvoir faire des liens directement qui, euh, qui pointent sur la boutique pour que les gens ils puissent acheter. Voilà. Donc,
automatisation lorsque vous pouvez, et ça vaut le coup de s'y pencher. Donc j'ai parlé du FTT, il existe Zapier également. C'est peut-être pas ça, c'est .com. Voilà, Zapier, et il y en a d'autres. Voilà, ben c'est tout pour ce webinaire que j'ai dû refaire parce qu'en fait j'ai eu un problème technique pendant que je l'ai fait et du coup mon discours n'était pas très cohérent. J'espère qu'elle vous aura plu et donc n'hésitez pas à venir voir le replay, donc en tout cas cette vidéo, sur l'article de chez Midinsoft et de suivre les prochains événements. Qui vont vous aider dans votre business, quoi. Mais par contre, vous voyez, ça, c'est si vous devez faire une chose très rapidement, même, ce que j'ai pas rajouté là, pour votre visibilité, c'est créer des fiches Google My Business. Et pourquoi en fait? C'est parce que directement vous allez pouvoir avoir de la visibilité déjà au moment où lorsque les gens y tapent le nom de votre société, mais ça peut aussi être par rapport à votre activité. Donc en fait vous êtes catégorisé par rapport à une activité et là ça semble faire beaucoup de choses en étant même si vous n'avez pas de site internet encore. Après, vous pourrez en faire un. Bah déjà avec ce qui vous a été montré avec les autres webinaires avant, vous allez pouvoir créer un site. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'aller vous positionner plus facilement sur le local. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.